Les chefs des communications pour UNICEF. Bonjour à Jean-Jacques Simon. Bonjour. Jean-Jacques Simon, vous avez passé 3 mois au Bangladesh, au fameux endroit où il y a des milliers de réfugiés Rohingyas qui ont dû s'installer là-bas parce ils se sont sauvés du Myanmar. C'était pas votre première mission de ce genre. Quel a été votre sentiment lorsque vous êtes arrivé là-bas? Est-ce que vraiment la désolation était pire que ce que vous aviez vu avant? Bon, d'abord, elle a pris du temps à réaliser dans la mesure où, au tout début, bon, j'étais là les premiers jours de fin août, on a vu des gens rentrer. On s'est dit, bon, OK, ça sera peut-être comme les fois précédentes, c'est-à-dire qu'il y en aura quelques centaines. On aura assez de gens pour s'en occuper. Mais au fil des jours, on s'est aperçu que il y avait quelque chose d'autre qui se passait au Myanmar. On voyait les feux, on voyait les gens arriver dans un piteux état, ils étaient traumatisés, ils racontaient, ils avaient des témoignages du style Horrible. Mes parents ont été tués, ma sœur a été violée, mes 2 frères et sœurs sont morts. Donc, au début, on s'est dit, est-ce que c'est vrai? C'est pas possible, on est en 2017. Et on a recoupé, et les témoignages sont arrivés, ils n'en finissaient plus, et après les gens sont arrivés par milliers, maintenant on en est à 650 000 personnes, dont presque 400 000 enfants. Donc c'est une situation, une crise humanitaire extrêmement atroce dans la mesure où ce qui s'est passé de l'autre côté est inimaginable, en fait. Ça se décrit même pas. Comment avez-vous dû changer vos plans et vous, d'une certaine façon, vous dire, OK, on voulait faire ça, mais finalement, il va falloir qu'on fasse autre chose. Parce qu'il y a des enfants qui sont seuls, dont les parents ne sont plus là, et on doit s'en occuper. Justement, en fait, l'UNICEF est capable de faire ça, mais c'est la proportion dans ce cas-ci, c'est que tout a été multiplié par 100. Le nombre d'enfants qui sont arrivés dans la compagnie ou séparés, c'est-à-dire sans leurs parents, on parlait de quelques milliers de personnes ici, de milliers d'enfants. Donc, on a dû tout de suite faire des partenariats avec des ONG locales et les former pour faire en sorte qu'il y avait tout un système en place. On a dû s'organiser avec les autres partenaires, Save the Children, Plan International, la Croix-Rouge, etc., pour faire en sorte qu'on ait un système qui puisse fonctionner. Ensuite, il fallait trouver des familles d'accueil, il fallait trouver un système, et ça, c'est venu assez rapidement. Donc, l'ampleur du problème, on l'a vu très vite, en fait. On s'est aperçu très vite qu'il y avait un gros problème parce que les papas n'étaient pas là, souvent les mamans n'étaient pas là. Donc, les enfants étaient arrivés seuls, dans bien des cas. Donc, on a dû changer notre façon de travailler. Donc, ce fut d'abord, dans un premier temps, une question de protection des enfants. Et après est survenue la réalité. La réalité, c'est qu'on s'est aperçu qu'ils n'avaient jamais été vaccinés. Donc, ils avaient toutes sortes de problèmes liés à ce fait-là. Donc, il y avait des cas de rougeole. Aujourd'hui, c'est la diphtérie. On a entamé cette semaine une campagne pour les protéger contre la diphtérie. Donc, en fait, ce sont des maladies qu'on ne voit même plus parce que les gens sont vaccinés aujourd'hui dans la petite enfance et autres. Mais donc, tout ça, c'est lié au fait qu'au Myanmar, ils n'étaient pas considérés. Ils étaient considérés comme des citoyens de deuxième, troisième classe. Ils n'avaient pas accès aux vaccinations, ils n'avaient pas de certificat de naissance, ils n'avaient pas accès à l'école, ils n'avaient pas accès aux soins de santé, leurs parents n'avaient pas le droit de se déplacer, etc. C'est un système horrible, avec toutes les conséquences. Donc, nous, on paye les conséquences d'un point de vue humanitaire. Donc, lorsqu'on voit ces populations, et notamment ces milliers d'enfants arriver, il faut les appuyer, mais on n'était jamais préparé à une telle crise, à une telle situation. Aujourd'hui, il faut beaucoup plus de fonds, et c'est pour ça qu'on a fait appel à des donateurs, mais aussi à des gouvernements. Le gouvernement canadien a envoyé un émissaire, a envoyé aussi un ministre. Donc, on a pris le temps de discuter avec eux. Oui, Mme Bibeau, que j'ai rencontrée là-bas. Et donc, on espère que le gouvernement sera en mesure d'appuyer notre effort là-bas. Parlez-nous un peu, parce que j'imagine que pour les filles, les jeunes filles, jusqu'à l'âge de 14 ou 15 ans, la situation est très différente que pour les jeunes garçons. Oui, parce que c'est une culture où très facilement on marie les filles à l'âge entre 10 et 14 ans, facilement. Pour des raisons liées, d'après leur dire, à la protection au futur des filles, des jeunes filles. Mais dans ce cas-ci, dans bien des cas, il y a eu des milliers de jeunes filles qui ont été violées. Donc ces jeunes filles, il faut les retrouver parce qu'il faut les appuyer, il faut leur offrir des services spécialisés. Mais ces jeunes filles sont protégées, elles sont gardées dans les tentes, sous la tente, dans les camps. Donc elles ne viennent pas vers les services. Les services doivent aller vers elles. C'est un travail de proximité. Mais on n'a pas encore toute la capacité pour aller d'une porte à l'autre, d'une tente à l'autre. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire.
si on veut sauver ces jeunes filles. C'est ce qu'il faut faire absolument. Donc, on a toute une stratégie de mise en place pour faire en sorte qu'on puisse former des gens qui vont aller justement faire du porte-à-porte, tente-à-tente, je devrais dire, pour être en mesure d'aider ces jeunes filles, pour leur offrir ce travail de psychologie, si je puis dire, mais aussi faire en sorte qu'on puisse expliquer aux parents qu'il ne faut pas nécessairement marier les filles pour les protéger. Parce ça ne va pas les protéger nécessairement. Oui, exactement, ça ne va pas nécessairement les protéger. Et dans un cas comme celui-ci, elles ont accès maintenant à une forme d'éducation qui est rudimentaire, mais qui est quand même une forme d'éducation. On est en train de construire des petites écoles en bambou. C'est comme des centres, là. Ce sont des centres, oui, mais où il y a des professeurs qui sont des professeurs et qui leur offrent un curriculum minimum, mais quand même, on apprend l'anglais, le birman, les mathématiques et d'autres conseils extrêmement importants, comme les conseils sur comment se protéger contre le trafic des enfants, contre les abus sexuels, contre le travail forcé, etc. Oui, d'ailleurs, sur votre compte Twitter, vous parlez d'esclavage sexuel. C'est sans doute pas moi qui l'ai mentionné directement, mais ce que je peux certainement vous dire par rapport à cette question, c'est que oui, on a vu plusieurs cas de jeunes filles Rohingyas qui ont été amenées dans des réseaux de prostitution, non seulement à Cox's Bazar, mais dans le reste du pays. Donc, c'est clair que c'est un problème. C'est clair que tout ça est lié à la vie dans un camp de ce genre-là. Il y a 650 000 personnes dans ce camp. Il n'y a pas de policiers qui parcourent les rues. Il y a des risques parce qu'en fait, les familles sont prises devant différents défis, notamment le manque de revenus. Ils n'ont pas le droit de travailler, ces familles. Donc, il y a des risques, encore une fois, de vouloir gagner des revenus et d'envoyer sa fille travailler dans des milieux qu'on ne connaît pas. Et c'est ce qu'on a vu grâce à nos partenaires. Donc, il faut absolument travailler sur cette question-là pour faire en sorte que les familles puissent comprendre que les risques sont bel et bien là. En terminant sur un plan personnel, qu'est-ce qui fait que vous avez encore la flamme pour retourner dans des conditions comme celle-là et de voir des choses terribles? Ouais, d'abord, il faut aider les enfants. Je veux dire, il y a 400 000 enfants ou à peu près qui ont besoin de l'aide de l'UNICEF. C'est notre travail, en fait, c'est notre mandat. On a un mandat qui est très clair à ce niveau-là. C'est sûr que sur un plan personnel, c'est difficile par moment. On peut attraper toutes sortes de maladies dans les camps, ce fut mon cas. Mais ce qui nous ramène, c'est vraiment le fait que quand on marche dans les camps et on voit les besoins, on voit les enfants souffrir quand même. On voit ce manque de petites lumières au bout du tunnel parce que c'est une situation très difficile. Ce sont des gens qui n'ont pas de papier, qui ne sont pas voulus au Myanmar et qui ont une situation très précaire au Bangladesh. Donc, il faut leur offrir une certaine vision de l'avenir. Et je crois que c'est ce que l'UNICEF fait en ce moment. Jean-Jacques Simon, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.